Monsieur Jean-Louis Aperlin est professeur d'histoire du droit. On pourrait le considérer comme en fait le directeur du département de droit s'il existait de l'ENS. Et donc son regard, qui n'est certes pas de spécialiste du droit des médias, va effectivement pouvoir nous apporter un point de vue distancié, le point de vue distancié du chercheur pour questionner toutes ces questions d'actualité brûlantes. Donc Monsieur Aperlin, je vous propose d'aborder le sujet qui vous intéresse le plus et peut-être de finir par une question que vous adresserez à Monsieur Plenel. Je vous remercie de votre invitation. En vous écoutant, je pense que ma tâche est quand même difficile. J'enseigne le droit, comme vous l'avez dit, comme généraliste. Je ne suis pas spécialiste du droit de la presse. Je suis chercheur en histoire du droit, c'est-à-dire que j'enquête sur les droits du passé, un petit peu du présent, mais avec un regard externe qui ne porte pas de jugement de valeur. Je ne suis pas sûr que votre micro soit encore branché. Je crois qu'il a été déconnecté, c'est pour ça. Je me dis. Comme jugement de valeur voilà. Sur ce qui serait le bon ou le mauvais droit. En vous écoutant, en plus, et c'est ce qui me rend la tâche difficile, vous nous avez dit que vous n'étiez pas au-dessus des lois, que la loi de 1881 était très bonne et que c'était votre code de la route et que vous aviez plus grand respect pour les décisions des tribunaux. Donc que dire de plus, moi, un juriste? Alors je voudrais d'abord, c'est ma première question, j'en aurai trois, si vous permettez, vous ramener sur les transformations qu'a connues le droit français ces dernières années sur ces questions et sur le journalisme d'investigation. Des transformations, vous l'avez dit, qui sont beaucoup liées aussi à la jurisprudence de la Cour européenne de Strasbourg. Il y a eu deux lois, 2010, 2016, qui ont voulu à la fois renforcer le secret des sources et des informations pour les journalistes, et en même temps la présomption d'innocence. La loi de 2010, dans mon souvenir, elle a été critiquée par tous les syndicats de journalistes. La loi de 2016, son article le plus important, dans le texte qui avait été voté par le Parlement, il a été censuré par le Conseil constitutionnel, et cette censure a été aussi aux grandes dames des journalistes, puisque l'article censuré donnait aux journalistes une très grande immunité en matière de recel, de la violation de certains secrets. Donc je voudrais savoir quelle est votre stratégie à Mediapart face à ce contexte législatif. Est-ce que c'est respecter à la lettre ces lois que vous avez pourtant critiquées? Est-ce que c'est une stratégie, comme diraient les avocats, de rupture, montrer les limites, peut-être les absurdités de ces lois au risque de les violer et d'aller à la confrontation judiciaire, peut-être une position intermédiaire entre les deux? Non, les tribunaux spécialisés dans la presse savent bien que, y compris cet article qui a été retoqué pour des mauvaises raisons, je trouve, par le Conseil constitutionnel, recouvre une réalité qu'ils jugent très régulièrement. C'est-à-dire, en clair, ces poursuites pour recel. Ces poursuites pour recel sont une façon détournée, biaisée, d'instrumentalisation du droit pour... au fond, atteindre le droit fondamental dont je parlais tout à l'heure. Je m'explique, c'est très simple. Il y a un secret de la défense nationale. Il y a l'intimité de la vie privée. Il y a un secret de l'enquête judiciaire et policière. Il y a toutes sortes de secrets et qui sont légitimes. Et nous révélons des choses qui vont parfois à l'encontre de ces secrets. Un document qui a un tampon secret défense. Un enregistrement qui a été fait dans un contexte privé, un document d'une enquête judiciaire. Et nous en rendons compte comment? Dans la loi de 1881. Est-ce qu'il était légitime de le faire? Nous ne sommes pas receleurs. Le recel, c'est une façon de nous détourner de cela. Et la meilleure preuve de cela, c'est qu'il y a eu une jurisprudence jusqu'en cour de cassation. C'est que quand on est poursuivi pour diffamation, dans notre offre de preuve, alors qu'il y a un secret d'enquête, nous pouvons apporter des pièces d'un dossier d'instruction. C'est-à-dire, pour démontrer la vérité de ce que nous publions, les tribunaux considèrent qu'est valable le fait d'apporter des pièces qui sont théoriquement couvertes par le secret de l'enquête. Sur la question du secret des sources, ce qui est regrettable, et ça on revient toujours sur cette faible culture démocratique française qui serait intarissable là-dessus, qui va avec son présidentialisme, son césarisme. Il y a une loi formidable en Europe. Et nous avions dit, c'est la loi qu'il faut prendre, c'est la loi belge. La loi belge est formidable.
Elle dit qu'il y a des circonstances où, en effet, on peut obliger un journaliste à donner ses sources. On peut obliger un journaliste à donner ses sources. Alors la loi belge dit quelles circonstances? D'abord, il faut que ce soit un juge indépendant. Et il faut qu'il y ait une sorte d'état de nécessité, une urgence, pour sauver quelqu'un, pour protéger quelqu'un. Et cette urgence, en effet, elle est rapportée à des individus, à des droits de l'individu. Ça ne peut pas être l'urgence de l'État. Ça ne peut pas être l'urgence d'un pouvoir. Donc, par exemple, je sais, il y a une prise d'otage, et une enquête fait qu'on pense que les sources que j'ai eues font que je peux savoir où est cette prise d'otage. Là, dans la loi belge, un juge indépendant peut me demander de donner ma source. Et donc, ce n'est pas ça qui a été fait. Et donc, bon, on a un secret des sources, mais vous voyez bien dans l'épisode récent, c'est quand même sidérant, sur une lettre, je raconte juste l'histoire, en 2 mots. J'en profite dans ce petit silence pour dire à nos auditeurs que le recel d'informations, de violation d'informations confidentielles, ça peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende que vous risquez. Et parfois, les journalistes sont condamnés. Mais pas au maximum de l'emprisonnement. Moi, j'ai publié plein de documents. Mais justement, donc ma question, c'était jusqu'où êtes-vous? Mais encore une fois, si j'estime que le public a le droit de savoir l'information que j'ai, je le publie. Et j'en rends compte dans le cadre normal. Mais j'en rends compte à la loyale. C'est pour ça que je voulais parler de la tentative de perquisition, qui est quand même une histoire folle. Une histoire folle. Je sais très bien ce que nous faisons en publiant ces enregistrements, le jeudi. Le jeudi, des personnes qui sont de l'entourage de tout ce petit monde sur lequel nous enquêtons informent un hebdomadaire Valeurs Actuelles et leur disent des choses. Valeurs Actuelles pose des questions à Matignon. Et Matignon dit non, on dément. Mais Matignon considère que de ces questions, elle doit faire une lettre au procureur de la République. Et le procureur de la République de ça décide, dès le jeu, vendredi, je vais organiser une perquisition à Mediapart pour connaître leurs sources, les conditions de l'enregistrement et ainsi de suite. Au même moment, les juges indépendants, et là vous avez la réponse à comment je travaille, disent vous avez publié ces audios, nous on les veut pour voir s'ils sont intègres. Non seulement je dis je vais vous les donner, mais je vais même en ajouter un qui vous permet de les dater. Et donc on devait les remettre. Depuis, vous voyez la suite, c'est la semaine dernière seulement que le parquet ouvre une enquête préliminaire sur entrave à la vérité, c'est-à-dire les faits révélés par notre enquête. Donc, voilà, encore une fois, vous êtes historien du droit, et vous savez bien, et c'est bien toute la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est que nous sommes dans... Le droit, c'est pas un absolu du droit, c'est en permanence, check and balance, un conflit de droits. Et il y a des droits fondamentaux qui peuvent s'opposer à d'autres droits fondamentaux. Et c'est ce conflit qu'au bout du compte, on arbitre. La Cour européenne des droits de l'homme est saisie, par exemple, de la censure dont a été victime Mediapart. Je ne l'ai pas levé. 70 articles ont été censurés sur les audios de l'affaire Bettencourt. Je pourrais la lever, nous avons gagné. Nous avons gagné, nous avons été relaxés, intérêt public. Je ne la lève pas, pourquoi? Parce que nous poursuivons l'État français devant la Cour européenne des droits de l'homme. L'audience aura lieu cette année ou l'année prochaine, et j'espère bien que sur l'abus de droit, qui était un détournement de la question de l'atteinte à l'intimité de la vie privée, et un abus de la procédure dite de référé, faite par les mêmes gens qui abusaient de Mme Bettencourt, de sa faiblesse, eh bien, on va le faire acté par la Cour européenne des droits de l'homme. Je dis ça parce que quand j'écoute ce qui se dit, y compris sur nos révélations récentes dans les médias, de certains responsables politiques, j'aimerais leur dire d'aller tous à vos cours, à vos séminaires, parce que vraiment, leur culture juridique sur ces questions me paraît bien faible. Et justement, quand vous révélez ce genre de documents, vous mettez aussi la justice en péril, en fait. Enfin, vous entravez justement à ce secret d'enquête, et du coup, les informations que vous révélez peuvent également influencer tous les citoyens, mais également les jurés et les juges, et biaiser cette enquête. Alors, qui est en cours. C'est vraiment exactement l'inverse avec Mediapart, parce que Mediapart, c'est pas le journal de PV, le journaliste de PV, d'être parasite d'une enquête, c'est justement d'avoir notre propre agenda.
Et si vous faites le bilan de Mediapart depuis 11 ans, notre particularité, c'est de sortir des informations avant qu'elles soient judiciarisées. Alors, c'est le sens de ma deuxième question. Et même dans le cas récent de l'affaire Benalla, c'est le fait, alors qu'il y a une enquête, mais comme tout le monde est tétanisé, service du roi, président de la République et tout, eh bien c'est de trouver les infos que la justice ne trouve pas. Les passeports diplômes, qui les a trouvés? Mediapart. Le contrat russe, qui les a trouvés? Mediapart. La concertation de gens qui ne doivent pas se réunir parce que la justice leur interdit de se réunir, ils sont en prison depuis hier à cause de ça, pour effacer les preuves, qui a révélé? Mediapart. Donc nous aidons la justice. Alors, vous avez eu ce rôle très important de chien de garde, d'aide à la justice pour déclencher ces affaires. Maintenant qu'il y a des enquêtes judiciaires, pas des enquêtes préliminaires, des enquêtes menées sous l'autorité de juges d'instruction, votre tâche n'est-elle pas de se taire, d'une certaine manière, de laisser l'enquête se dérouler dans le respect de la présomption d'innocence et dans l'attente, même si elle est longue, mais il faut avoir de la patience pour arriver à la vérité judiciaire, pas que c'est la vérité absolue, mais pour arriver à la vérité judiciaire, il faut avoir la patience d'attendre les audiences publiques. Et si les audiences qui mettent fin à un procès, avec toutes les voies de recours encore qui sont possibles, sont publiques, l'instruction, elle, doit conserver un aspect de secret, à la fois dans l'intérêt de la poursuite, si les personnes coupables savaient d'avance ce qu'on leur reproche et les investigations qui vont être faites, elles auraient sans doute des moyens d'échapper à leur sort, et puis bien évidemment pour protéger la présomption d'innocence. Alors, est-ce que vous avez cette prise de position de dire « je lance l'affaire, j'aide la justice, merci, et après, je laisse la justice faire ». Une fois dit, M. Alpérec, vous ne trouverez jamais dans Mediapart des informations qui aient pu entraver une enquête ou empêcher les enquêteurs de travailler ou alerter ceux sur qui ils enquêtaient. Une fois dit ça, c'est pas à vous que j'apprendrai que dans votre question du silence, il y a ce grand problème français de la procédure qui n'est pas la procédure anglo-saxonne. En Grande-Bretagne, il y a ça. Il peut y avoir ça sur ce grand silence, mais c'est la procédure accusatoire ou aux États-Unis, et nous sommes dans cette procédure inquisitoriale avec son vrai problème, ou inquisitoire, peu importe, mais qui est le poids du parquet. Qui est le poids du parquet. Je vais vous en donner un exemple. Les juges indépendants qui sont nommés au début de l'affaire Benalla. Ils demandent un supplétif au parquet. Sur quoi? Sur l'effacement des preuves. Puisqu'ils n'ont pas pu faire la perquisition, Benalla dit « j'ai pas la clé, ah, c'est ma copine, j'ai pas son téléphone ». Puis du coup, il faut revenir. Puis du coup, entre-temps, on a fait le ménage, il y a un coffre qui a disparu, etc. On ne sait pas pourquoi. Et puis pareil à l'Élysée, tout ça. Donc ils demandent au parquet un supplétif pour cette question de l'effacement des preuves. Le parquet refuse. Le parquet a refusé. Et l'enquête préliminaire qui a été ouverte vendredi dernier, on l'a appris aujourd'hui, c'est parce que Mediapart a trouvé ce qu'on a trouvé. Alors que c'était comme le nez au milieu de la figure, c'était la lettre volée d'Edgar Poe. Depuis le début, on sait qu'il y a eu effacement de preuves. Et donc, quand même, cette question du parquet, et dans une époque où, au prétexte en plus de la sécurité, c'est enquête préliminaire partout. Et vous avez une garde des Sceaux aujourd'hui, qui était membre du Conseil constitutionnel il y a peu, qui en permanence fait des déclarations sur les consignes qu'elle donne non seulement au parquet, mais aux tribunaux, dans le cadre des manifestations récentes. Vous avez eu le Canard enchaîné qui a publié ce téléx envoyé en disant voilà comment il faut arrêter les gilets jaunes, et même s'il n'y a pas d'éléments très sérieux et très consistants, il faut les garder. Cette question de l'indépendance du parquet n'est pas une petite question en France, cette question de l'égalité des armes. L'erreur du parquetier, comme on disait dans l'histoire, qui fait... Alors aujourd'hui, vous savez que les partis sont en dessous, le procureur, il est au-dessus de nous, il n'est pas à égalité, c'est pas comme dans les films de Capra, vous avez le ministère public et les avocats. Mais ça a des conséquences, et je vais vous en donner un autre exemple. Quand on a fait nos 10 ans, quelqu'un dont on est très proche à Mediapart est Roberto Scarpinato. C'est le dernier des grands procureurs anti-mafia, c'est le procureur général de Palerme. C'est le dernier survivant de Falcone, des autres, c'était ses amis. C'est lui qui parle dans les cérémonies de ceux qui ont été assassinés par la mafia. Il vit sous protection depuis 25-30 ans, etc. Et
En Italie, on sait qu'il y a une mafia. On sait que cette mafia, elle peut monter jusqu'au pouvoir politique. On sait des choses comme ça. Et il y a des résistances dans la société. Mais comment on le sait? Il y a une presse, certes, mais il y a un parquet indépendant. C'est lui qui a réussi à montrer qu'il y avait la mafia d'en bas, militaire, et la mafia d'en haut jusqu'à la démocratie chrétienne. Et il a réussi à le faire parce qu'il est indépendant. C'est-à-dire que quand il faisait ses enquêtes hypersensibles, avec des risques physiques très importants, il ne prévenait personne du pouvoir exécutif. Et du coup, il pouvait, avec les législations anti-mafia qui n'existent pas chez nous, nous n'avons pas la législation sur la haute criminalité, et notamment la haute criminalité financière, équivalente aux législations spécifiques sur le terrorisme, comme il y a en Italie. Pourquoi il y a cette crispation sur les audios? Il l'explique, ça s'appelle Il ritorno del principe, le retour du prince, son livre, qui est un formidable livre. C'est vraiment un intellectuel de la magistrature. Et évidemment que les audios, c'est très important dans ces enquêtes-là. Parce qu'il y a des façades sociales. Et il y a une façon de construire et d'organiser le secret du crime. Et l'audio démasque. Et il racontait, par exemple, il y avait un notable de Palerme, de la bonne bourgeoisie de Palerme, et il savait par des indices qu'il devait être dans la coupole. Bon, il l'arrête sous un prétexte. Pendant qu'il l'arrête, il sonorise son appartement et il le relâche. Et puis après, qu'est-ce qu'il voit? Il voit la journée d'un bourgeois de Palerme, mais pas n'importe quel bourgeois. Il reçoit la famille, il est médecin, il est ou avocat, je ne sais pas, et tout. Et puis vers le soir, il y a des drôles de personnes qui viennent prendre les consignes. Et c'est comme ça. Et aujourd'hui, il est en prison. Donc, ce que je veux dire, c'est que derrière il y a notre débat français, c'est vraiment mon refrain, renvoie aussi, et c'est pour ça que je parle du comportement de l'actuelle garde des Sceaux, je suis scandalisé qu'on ait une garde des Sceaux qui, elle juge l'enquête Benalla. Elle a, en tant que garde des Sceaux, elle n'a pas respecté l'indépendance de la justice. Elle a dit, mais c'est une faute personnelle. Elle a déjà décidé de ce qu'elle... Écoutez, lisez le rapport du Sénat d'aujourd'hui, et vous voyez comment c'est une régression de culture de droit. Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, a dit aujourd'hui, c'est un scandale que le Sénat empiète sur le pouvoir exécutif. Mais il n'a pas lu la Constitution. Le Parlement, il vote les lois et il contrôle le pouvoir exécutif. C'est son travail. Et donc vous voyez comment des choses se diffusent qui, mine de rien, marquent une très grande régression. Vous êtes venu vers ma troisième question. Je ne vous répondrai pas comme défenseur de la garde des Sceaux ou du parquet. Chacun a son opinion. Je comprends vos raisons, il n'y a pas de doute. Est-ce que vous n'instaurez pas la presse et votre rôle en super parquetier qui dénonce, poursuit, en défenseur des droits, alors que nous avons un défenseur des droits dans la Constitution depuis 2008, on peut bien évidemment critiquer, mais l'institution existe, en un contre-pouvoir non organisé par les institutions, avec la noble tâche de défendre nos droits et nos libertés, et c'est une noble tâche. Nous sommes tous d'accord que en France, comme ailleurs, nous avons des tensions de plus en plus fortes dans des régimes démocratiques avec des élections périodiques, je ne parle pas de régime autoritaire ou totalitaire, entre les choix démocratiques qui portent peut-être de plus en plus des élus peu respectueux de ces droits et libertés et la défense de ces droits et libertés. Mais à qui revient cette défense? Qui peut être investi d'un mandat sans élection, justement, sans, ce n'est pas une attaque contre les compétences des journalistes, mais sans compétences particulières. Je ne prétends pas non plus comme juriste être compétent pour défendre mieux les droits et les libertés qu'un autre, mais est-ce qu'il n'y a pas des risques à cette posture de dénonciation, de soupçon, et tout en donnant l'impression d'un respect des institutions, de remise en cause des institutions? Doute sur le parquet, doute sur le ministre de la Justice, doute peut-être sur les décisions prises par les tribunaux, espoir dans la Cour européenne des droits de l'homme, mais la Cour européenne des droits de l'homme aussi favorable qu'elle soit aux journalistes, et on peut s'en féliciter,
parfois aussi n'a pas pris le parti des journalistes dans des décisions qui ont pu être critiquées. Dans sa jurisprudence récente, laisse, on peut le regretter, une grande marge d'appréciation aux différents États, dit que la France n'est pas obligée de faire comme la Belgique, justement, dans sa législation. Comment vous pouvez justifier ce qui pourrait être un super pouvoir, finalement? Non, en vous écoutant, je pensais quand même à ce qu'a dit la Cour européenne des droits de l'homme en disant que, justement, en France, le parquet n'est pas une magistrature, justement, parce qu'il n'est pas indépendant, quand même, au passage. Cela n'a pas eu de conséquences. Oui, mais je pense qu'elle l'a dit. Je pense que, quand même, je veux dire, la Cour européenne des droits de l'homme, je pourrais prendre l'exemple de plein d'autres libertés fondamentales, on a été tiré vers le haut par sa jurisprudence. On est intelligent à plusieurs et on est intelligent dans ce dialogue. Alors, je ne vais pas me dérober, je vais vous répondre sur deux jambes. La première, le journaliste, la deuxième, le citoyen. Et en effet, les deux existent. C'est pour ça qu'il y a un pluralisme de la presse. Le journaliste, je vous l'ai dit, nous, on n'est pas un super pouvoir. Mediapart, on n'est pas loin, en 11 ans, de 200 procédures judiciaires. À la date où je parle, nous n'en avons perdu que 5, définitivement. 5 condamnations minimes sur soit un respect du contradictoire trop fragile, trop court, une erreur factuelle minime, un droit de réponse que quelqu'un avait oublié de côté. Au total, 5 condamnations, et j'ai cette petite préciosité de dire que c'est 5 condamnations que j'ai en tant que directeur de publication et que dans mon travail personnel de journaliste d'enquête, je n'ai jamais été condamné. Or, Dieu sait si quand même j'avais bousculé certains pouvoirs. Mais je suis responsable de tout ce qui se publie à Mediapart. Bon. Donc, nous ne sommes pas un super pouvoir, nous ne sommes pas au-dessus des lois. On peut nous demander des comptes à la loyale et regardez bien comment justement, quand on cherche à nous discréditer, on ne nous demande pas des comptes à la loyale. Monsieur Sarkozy, dans l'affaire libyenne, était tout à fait en droit de nous poursuivre en diffamation. Non, il fait une procédure pour faux et usage de faux qui va être une grosse bataille, avec toutes sortes d'expertises pour arriver à... Et il nous calomnie en direct, il dit qu'on est des faussaires, il dit que nous sommes des faussaires. Or, nous ne sommes pas des faussaires et la Cour de cassation nous en a donné acte et l'a condamné à nous verser de l'argent. Les chèques sont en train d'arriver, mais nous n'allons pas les toucher. Nous n'allons pas les toucher par symbole justement, et je pense que nous allons décider de les donner probablement à une association de défense des droits humains. Donc nous ne sommes pas un super pouvoir, mais nous sommes, vous avez dit des dénonciations, non, nous sommes du côté de l'information. Bien sûr qu'on peut entendre que c'est violent, que c'est virulent, parce que ça met en cause par les faits qui sont mis. Mais nous apportons des informations. Et je pense que le grand public le comprend. Et y compris des informations qui amènent, je vous ai donné des exemples tout à l'heure entre les violences sexuelles ou l'évasion fiscale, qui amènent, que l'on soit de droite, de gauche, du centre, à des prises de conscience collectives sur des questions d'intérêt général. Alors après, le citoyen ne se dérobe pas. C'est vrai, Mediapart a été créé, ses cofondateurs, et pas par idéologie partisane, mais je dirais par expérience citoyenne, comme un journal profondément en bataille pour une refondation radicalement démocratique de notre République. Nous sommes profondément, et nous n'avons pas attendu que certains se convertissent à cette question tardivement, contre le présidentialisme de la Ve République. Je l'ai vécu sous François Mitterrand, citoyen de gauche, j'ai vécu les conséquences de tout cela. Et j'ai considéré que justement c'était l'honneur de l'indépendance d'un journal de publier des informations, y compris, c'était Le Monde, par rapport à un pouvoir que Le Monde avait appelé de ses voeux. Donc c'est très... Et qu'est-ce que j'ai vu? Eh bien j'ai vu combien ce présidentialisme a des conséquences, mais qui crée ce journaliste de gouvernement, cette dépendance... C'est ce non-respect de l'écosystème démocratique. Vous avez cité le défenseur des droits. On pourrait citer la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Dans tous les débats sur les questions qui nous animent ces derniers temps, question de liberté publique, question des migrants et du droit d'asile et de la manière courageuse. Voilà. Et question du maintien de l'ordre et des lanceurs de balles de défense et des grenades explosives. Question des lois dont on a parlé sur la liberté de la presse. La CNCDH, c'est près de 70 structures, c'est vraiment tout le monde des droits humains en France. Le défenseur des droits,
qui est vraiment Jacques Toubon, et qui a fait un long chemin par rapport à lui-même et ce qu'il fut quand il fut garde des Sceaux. À chaque fois, on prit des positions dans lesquelles je me reconnais totalement, parce que c'est notre expérience. Ils n'ont jamais été suivis, ni sous Sarkozy, ni sous Hollande, ni sous Macron. Qu'est-ce que c'est que je fais le dialogue tout seul en bras de chemise avec le peuple et je ne respecte pas les autorités administratives indépendantes? Vous en avez eu un exemple, mais prenez conscience de ça. Il y a 25 ou 24 autorités administratives indépendantes. Elles sont néanmoins, leur président est néanmoins nommé, pouvoir de nomination qui s'est étendu à partir de Mitterrand, pas sous De Gaulle. De Gaulle, c'était régalien. C'est à partir de l'été 85, en pleine affaire Greenpeace, Mitterrand étend le pouvoir de nomination du président. Le président nomme toutes sortes de gens, comme une petite armée d'affidés pour lui, une clientèle. Mais certains choisissent de rester indépendants. Et donc, par exemple, la Commission nationale du débat public, Mme Chantal Joanneau, ancienne ministre de Sarkozy, et c'est une autorité administrative indépendante. Début des Gilets jaunes, toc toc toc, Madame Joanneau, on voudrait organiser un grand débat national, mais on voudrait que vous l'animiez vous-même à titre personnel. Elle dit non, moi je dirige une institution et elle a un code de la route. Allez sur le site de la CNDP. Transparence, neutralité, égalité. Ceux qui font les conclusions ne peuvent pas être partie prenante. Ils disent voilà le code de la route. On peut faire le débat national dans ce cadre. Ah non, non, on ne veut pas. On veut le contrôler en clair. Et elle refuse. On a publié tous les échanges. Les mails, les documents, les lettres, les réunions à l'Élysée. Elle refuse, du coup on lui sort une boule plante. Son salaire, 14 000 et quelques euros. Lequel salaire est fixé par qui? Par la présidence de la République. Et elle dit, mais vous savez, moi, on peut le baisser, mon salaire. Et vous voyez bien que ça veut dire qu'il y avait cette idée, on te paye, on choisit ton salaire, donc tu dois nous... Vous voyez bien que c'est la servitude, ce système. On doit sortir. Nous sommes le seul pays à avoir déjà une pratique institutionnelle qui peut être celle d'un pouvoir autoritaire. Je vous assure, c'est pour M. Salvini, pour M. Erdogan, pour M. Orban, c'est formidable la Ve République. Et donc, je le crois vraiment. Je crois qu'on ne peut pas considérer qu'il suffit de mettre des gens bien, qui soient un peu démocrates, pour nous protéger de ces institutions. Je fais ce travail sous toutes sortes de présidents de la République, avec tous des personnalités différentes. Et je dis, les institutions sont plus fortes que les individus. Et donc, moi, en effet, Mediapart, nous avons, et là nous le revendiquons, nous sommes, quand on me demande le positionnement de Mediapart, je dis nous sommes radicalement démocrates. C'est-à-dire que nous voulons une refondation profondément démocratique de notre République. Et ça veut dire sortir de ce pouvoir personnel qui crée une logique de servitude du bas vers le haut et qui gangrène en profondeur notre vie publique. Alors, il y a une dernière question que j'aimerais qu'on aborde pour finir ce débat. C'est une question sur la déontologie. On en a longuement parlé tout à l'heure, mais ce serait bien de le confronter aux réflexions de M. Alperin. Donc, contrairement à d'autres professions comme les médecins, il n'y a pas de déontologie pour les journalistes. En fait, il n'y a pas d'instance. Il n'y a pas d'instance, mais il y a de la déontologie. Voilà. Mais ma question est... Il n'y a pas d'ordre, c'est ça que vous voulez dire. Voilà, créer... un ordre. Comme sous Vichy, quoi, parce que c'est sous Vichy que voilà. Les médecins étaient C'était un peu ma question. Est-ce que c'est ça qui fâche? Parce que c'est quelque chose qui me rappelle des mauvais souvenirs. Est-ce qu'il faudrait le faire? Est-ce qu'il faudrait faire ce travail en collaboration avec la justice? Autant je suis toujours très réservé quand on sort Vichy dans le débat public, à point raison et souvent à tort. Heureusement, quelles que soient les craintes que nous pouvons avoir vis-à-vis d'excès aujourd'hui, nous ne sommes pas sous Vichy. Je n'ai pas dit ça. Non, je veux parler, c'était un fait d'histoire. Nous ne sommes pas un pays occupé. Je ne le dis pas par rapport à vous, je le dis par rapport au débat général. Et je pense que c'est aussi une forme de dévalorisation du débat général et des questions politiques et juridiques que de vouloir, en général par grande ignorance, ramener ça à l'histoire. Il n'en reste pas moins que pour les professionnels, la création de Vichy avait un sens, qui était non seulement de contrôler ces ordres professionnels, mais d'en exclure des personnes en raison notamment de leur religion ou de leur origine. Par conséquent,
il y a des bonnes raisons d'être méfiant à l'égard d'ordre professionnel et de déontologie imposée par des ordres professionnels. Comme d'autres professions, et même peut-être plus que d'autres professions, parce qu'il y a du texte, syndicaux, internationaux, des chartes à l'intérieur des organes de presse, les journalistes ont une déontologie. La question qui se pose, je crois, est de savoir si, en fonction des transformations aussi dont nous avons parlé, du numérique, du contexte, de la circulation de l'information, c'est le rôle de la profession, et en accord aussi avec la société civile, de poser de nouvelles règles, ou si, ce qui a aussi son intérêt, mais le risque d'attendre des solutions au cas par cas assez longtemps, il faut laisser aux juges le soin de décider ce qui est permis et ce qui ne l'est pas permis à l'issue d'un procès. Le choix entre la norme générale et la norme individuelle résultant du juge. Quel est votre point de vue là-dessus? Ouais. Je réponds. Je voudrais juste, parce que c'est un souvenir professionnel, journalistique, revenir en étant d'accord avec votre mise en garde générale, à la question de Vichy. C'est moi qui, en 1994, et dans le Monde, et ça a provoqué la plus grande crise entre le Monde et l'Élysée, c'est la fin de la présidence François Mitterrand, qui est mené la bataille sur le négationnisme ou le révisionnisme sur l'histoire de Vichy, porté par un président de la République de gauche, qui refusait d'assumer tout simplement qu'il avait eu des engagements à l'extrême droite, antisémites, dans sa jeunesse, et qu'il avait même été, après être revenu de Stalag, il avait travaillé dans l'administration de Vichy pour les prisonniers et reçu la francisque de la part du maréchal Pétain. Et je l'ai fait en racontant et en soulignant comment, dans la carrière qui a suivi de François Mitterrand, il avait gardé des liens avec deux hauts fonctionnaires de Vichy, qui n'étaient pas n'importe lesquels, puisque nous parlons d'un régime qui a collaboré, donc c'est la répression, qui a promu les deux statuts des Juifs qui n'étaient pas demandés par l'occupant, qui étaient produits par le régime de Vichy lui-même, qui était le chef de la police de Vichy et son adjoint. Le chef s'appelait René Bousquet et son adjoint s'appelait Jean-Paul Martin. Qui étaient ces gens? C'étaient des gens qui avaient été, pour l'un préfet, pour l'autre aussi au cœur de la préfectorale, sous la Troisième République. C'était des hauts fonctionnaires très efficaces, très modernes. Quand Bousquet est jugé après la Libération, où il ne va recevoir que 5 ans d'indignité nationale, qui sont rapidement amnistiés, il commence, et je l'ai raconté dans La Part d'ombre en 92, avant, puisque j'en avais déjà parlé. Les rebondissements de 94 étaient produits par un livre de Pierre Péan, mais moi-même j'avais fait un chapitre dans La Part d'ombre là-dessus en 92. Et il commence, se tourne vers le président, il dit « Monsieur le Président, la police de Vichy était républicaine ». Je dis ça parce que tout en étant d'accord avec votre mise en garde, il faut que, notamment les jeunes qui sont là par rapport à nos temps troublés, et on alerte sur qu'est-ce que c'est que, j'allais dire, entre guillemets, un État pétainiste. Qu'est-ce qui produit un État pétainiste? Comme un État qui accompagne des violations des droits fondamentaux. Qu'est-ce qui fait un État où un seul magistrat démissionne? Un seul magistrat démissionne. Un seul préfet démissionne. Alors qu'il voit ses collègues juifs exclus. Personne ne démissionne de l'ordre des avocats. Qu'est-ce qui fait ça? Le Front populaire était 4 ans avant. Qu'est-ce qui fait qu'à Vichy, on vote les pleins pouvoirs et c'est une assemblée issue des Fronts populaires? Donc qu'est-ce qui fait ça? Et qu'est-ce qui fonctionnaire efficace, y compris dans la répression des réseaux de résistance, qui va rendre fou parfois certains après-guerre, quand je pense par exemple le plus grand maquis de France, Georges Guingouin, et Georges Guingouin qui a été le Tito du Limousin, quand ensuite les communistes et les autres lui tombent dessus parce qu'il était trop autonome par rapport à son parti et qui était maire de Limoges et qui se retrouve accusé de choses, et il devient fou presque, parce que le juge d'instruction et les gendarmes qui mènent l'enquête contre lui, ils étaient à Vichy.
Qu'est-ce qui fait que ça se passe? Il n'y a pas eu d'épuration, il n'y a pas eu nomination de nazis, de fascistes, etc. Et ce n'est pas l'extrême droite radicale de l'Action française ou autre qui est au cœur de Vichy. C'est ce que Paxson vous avait fait comprendre dans la France de Vichy. C'est une histoire qu'il faut avoir en tête. D'où mes mises en garde. Comment on s'habitue? La question des migrants, de ce point de vue, est très importante. Comment on s'habitue, en effet, à ce qui est de nouveau? Bien sûr que ce ne sont pas des camps de concentration. Bien sûr que ce ne sont pas... Mais on s'habitue à ce qu'il y ait des camps. On s'habitue à ce que des gens soient privés de liberté pour avoir simplement exercé un droit, qui est un droit fondamental, le droit de se déplacer. Le droit de quitter son pays et d'en choisir un autre. Comment on s'habitue? Comment on s'habitue à ce qui est un maintien de l'ordre qui n'est pas du maintien de l'ordre? Le maintien de l'ordre, c'est protéger les populations, qu'elles manifestent ou qu'elles ne manifestent pas. Ce n'est pas d'abord les biens. Et c'est évidemment, ce n'est pas des grenades explosives avec du TNT. Ce n'est pas des lanceurs de balles de défense qui peuvent crever des yeux ou les autres faire des mains arrachées. Qu'est-ce qui fait qu'on s'habitue à ça et qu'on ne trouve pas ça grave? Je dis, c'est des choses, pour moi, voilà, c'est... Et je dis ça parce que moi, je suis d'une génération j'ai admiré Henri Leclerc, j'ai admiré tout ce monde du défenseur du droit. Et quand je compare les choses auxquelles on s'habitue aujourd'hui, je suis inquiet. C'est le premier point. Deuxième point... Excusez-moi, monsieur Plenel, il ne va pas falloir passer et je crois que le public veut poser plein de questions. D'accord, pardon. Alors, rapidement, sur je l'ai dit tout à l'heure, quand on fait l'exception de bonne foi devant un tribunal, notre déontologie est là, légitimité du but poursuivi, sérieux de l'enquête, respect du contradictoire, etc. Après, ma réponse est toute simple. Il faut profiter du numérique pour pousser vers le haut tout ça. Si vous allez sur Mediapart, en bas, vous avez charte de déontologie. Et vous avez charte de participation pour le club, pour les abonnés. C'est-à-dire, vous êtes abonné, voilà ce que vous devez respecter. Et si vous ne le respectez pas, je peux vous priver de vos droits de contribution. Donc nous, nous la pratiquons et nous utilisons ça pour tirer ça vers le haut. Mais moi, je n'ai pas d'autre juge que le public d'un côté, le juge indépendant de l'autre, et voilà. Que vous avez une dernière réaction pour clore ce débat, monsieur Alperin? C'est difficile, d'être plaidoyer. Dans la tension entre la protection des droits fondamentaux et la démocratie, je vous suivrai très volontiers et je romprai la neutralité sur les vices de notre régime présidentiel. Mais aller convaincre les Français qu'il faut renoncer à l'élection directe au suffrage universel du président de la République, il y a beaucoup de travail. Merci, ce sera le mot de la fin. Voilà, les questions. Vous avez été trollé sur les questions. J'ai vu ça. Eh bien, figurez-vous que finalement, non. Non, la question qui a gagné n'est pas celle que l'on attend. Donc, c'est effectivement la question du pigeonhole, c'est une question d'Ophélie, qui vous demande, dans un contexte de montée des réseaux sociaux comme canal d'information, diriez-vous que les médias de masse informent les gens ou forgent l'opinion publique? On parlait de sociologie tout à l'heure. Ouais, moi, comment dire? Moi, je ne prendrai pas la question comme ça. Je dis, l'ennemi aujourd'hui, je vais vous le dire comme je pense, l'ennemi est paradoxalement notre allié. J'ai dit droit de savoir, liberté de dire, information, opinion. Je cite très souvent, mais à nouveau, vous allez me trouver trop long, Hannah Arendt, vérité de fait, vérité d'opinion. Hein, voilà. Il n'y a pas de vrai débat d'opinion si on n'arrive pas à mettre les vérités de fait au milieu. Aujourd'hui, notre problème, ce n'est pas les médias de masse. C'est le fait, médias d'infos en continu, ou réseaux sociaux, ou algorithmes de Facebook, que nous puissions considérer que nos opinions sont des informations. Mon opinion contre la tienne. Et ça, c'est très rapidement mon identité contre la tienne, mon préjugé contre le tien. Et donc, le vrai problème, il est celui-là. Pourquoi moi, je ne supporte pas les talk-shows de blablabla, d'éditorialistes, et pourquoi je me méfie de l'algorithme de Facebook, c'est les mêmes raisons. C'est parce qu'ils me mettent en avant que des opinions. Et quelle est la bataille que je mène? Je dis, vous pouvez ne pas m'apprécier, me trouver insupportable, etc., et trop long et trop bavard, mais moi, je mets des opinions, des informations sur la table.
je mets pas. Et je mets des informations dont vous y échappez pas. Vous serez obligé de débattre. Vous pouviez dire quand même, il s'acharne sur cette histoire Benalla. Puis depuis, vous voyez le rapport du Sénat, désolé, hein, M. Philippe Bas, M. Jean-Pierre Sueur, c'est pas des agités. Hein. C'est vraiment le Sénat profond. Et regardez ce qu'ils ont fait. Je n'ai jamais vu un rapport d'enquête parlementaire d'une telle sévérité sur le pouvoir exécutif. Et je n'étais pas derrière. Hein. Donc notre travail d'information, il aide à des prises de conscience. Alors maintenant, une question de la salle, d'Étienne. Dans quelle mesure les nouveaux moyens technologiques d'investigation, notamment la discipline dite de forensic architecture, à laquelle Mediapart a déjà recouru à plusieurs reprises, changent-ils la nature du journalisme d'investigation ? Ces capacités d'investigation avancées, auparavant réservées aux États, apportent-elles des libertés nouvelles à la société civile ? Ça, c'est formidable que vous citiez Forensic Architecture. Ils sont basés à Londres. Alors, forensic, vous savez, en anglais, c'est les indices en médecine légale. Hein, c'est les preuves en médecine légale. Et architecture, parce que c'est un architecte israélien qui vit en Grande-Bretagne, qui a créé ça. Et qui était venu à notre colloque, vous pouvez l'entendre dans les vidéos, sont sur notre site ou sur YouTube, sur le droit de savoir l'an dernier. C'est-à-dire, ils utilisent, aujourd'hui, vous savez qu'on est filmé, on est enregistré partout, capté. Donc, ils utilisent toutes ces données au service, pas seulement de l'information, de la publicité et la sauvegarde du peuple, des droits humains. Et ils l'utilisent aussi bien sur les dommages collatéraux d'un drone dans les zones tribales du Pakistan. Il l'utilise sur un crime raciste xénophobe en Grèce. Il l'utilise sur la disparition d'un vaisseau de sauvetage de migrants en Méditerranée et sur le fait qu'il n'était pas secouru. Ils prennent toutes les données disponibles, ils reconstituent en 3 dimensions et ils font des démonstrations comme en médecine légale, des preuves comme ça. Et donc, en effet, c'est un tout à fait nouvel univers. Nous avons publié plusieurs de leurs enquêtes et je crois que le livre j'ai oublié son nom, hein, Weizmann ou quelque chose comme ça, je crois le nom du fondateur, va paraître bientôt en français. Il y avait une très forte exposition qui, hélas, n'est pas venue en France, à Barcelone et à Mexico, justement de leur travail. Et c'est formidable. Et là, au lieu de nous focaliser sur la meute des réseaux sociaux, etc., là, on voit comment l'utilisation de ces technologies peut être une arme supplémentaire au service des défenseurs des droits fondamentaux. Alors une autre question de la salle qui revient sur ce dont on parlait tout à l'heure avec Élise. Les aides publiques ne sont-elles pas aussi un moyen de réduire la dépendance des journaux envers leurs propriétaires, Alexandre ? Si, je suis bien d'accord. Si, par exemple, il y a des aides publiques pour journaux à faible revue publicitaire. Le meilleur exemple, c'est La Croix et l'Humanité, 2 journaux d'opinion qui bénéficient d'aides publiques. Bon, très bien. Mais si le propriétaire des journaux, ce qui n'est pas le cas ni de la confrérie religieuse qui possède la Croix, ni du Parti communiste qui possède, même si l'humanité n'est pas alignée de manière autonome, de manière verticale sur une ligne du Parti communiste aujourd'hui, en revanche, les aides publiques n'ont pas de raison d'être si les propriétaires sont des milliardaires qui font des profits immenses par ailleurs. Encore une fois, si Mediapart avait des problèmes demain, heureusement, ce qui n'est pas le cas, eh bien, ce serait à nous de trouver des réponses. Mais je n'irai pas tendre la sébille à l'État. Ce serait à nous de trouver des réponses. On a 9 millions de trésorerie aujourd'hui. Donc, comme le Canard enchaîné, lui, il en a beaucoup plus. C'est-à-dire qu'on fait, alors, M. Bernard Arnault, M. Niel, M. Drahi, si leurs journaux ont des difficultés, ils prennent un petit parti des bénéfices qu'ils font à côté. Il n'y a aucune raison qu'ils aient, parce que c'est de l'aide directe. L'aide indirecte est vertueuse. Et c'est très intéressant ce que je vous répète, je vous bassine un peu sur la culture démocratique. Quand il y a eu l'instauration de la TVA, il y a un pays qui a décidé que la TVA dite super réduite pour la presse serait de 0. Lequel ? La Grande-Bretagne. Plus longue culture démocratique parlementaire, oui, c'est pas une marchandise comme les autres. Donc TVA 0.
En France, 2-1. Et vous connaissez la bataille, on n'est pas des fraudeurs fiscaux, Mediapart a mené la bataille pour dire, bah oui, nous on ne va pas mener le combat avec contre la presse face à la presse papier en ayant des fers aux pieds, en payant 19,6 puis 20%, tandis qu'eux payent 2,1. Donc on demande l'égalité, la neutralité de support. On a mené cette bataille, on nous l'a fait payer très cher, c'est le cas de le dire, puisqu'on a payé, même s'il y a des recours qu'on continue devant la justice administrative, et on l'a gagné jusqu'en Europe. Aujourd'hui, une directive européenne dit bien sûr qu'à l'ère du numérique, c'est pas le support, c'est le contenu. Si c'est de la presse, même TVA. Mais c'est intéressant. Aide indirecte, oui. La TVA super réduite n'est pas une aide aux entreprises de presse. Elle est censée être une aide au public pour que la presse ne soit pas trop chère. Parce que c'est un produit d'intérêt public. L'aide directe, c'est autre chose. On met de l'argent, des impôts directement dans des entreprises. Alors, dans des entreprises en difficulté, peut-être, et on peut réfléchir par rapport au pluralisme, mais dans des entreprises dont, encore une fois, les propriétaires ont tous les moyens de les développer, il n'y a aucune raison de l'accepter. Encore moins au moment où, pour échapper à la contrainte fiscale à l'échelle planétaire, je parle de Facebook, je parle de Google, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, ah, pour que vous ne nous embêtiez pas, on fait un fonds d'aide à la presse. Donc, et ils donnent et ils financent, ce qui est très sympathique, mais ce qui n'a rien à voir avec l'ampleur de leur évasion fiscale. Et donc, moi, je suis, et notre syndicat professionnel, le SPIL, le syndicat de la presse indépendante d'information en ligne, a pris position en 2012 pour la fin des aides directes à la presse. Après, on peut amender ça sur faible revue publicitaire, défense d'une presse d'opinion, pluralisme de la presse. Bien sûr, il faut être pragmatique. Mais encore une fois, une presse commerciale avec des actionnaires riches, il n'y a aucune raison qu'elle touche de l'argent directement de nos impôts. Monsieur Alperin, quelle est votre opinion sur cette question? Pas d'opinion particulière. Je suis assez convaincu par ce que dit Louis Plenel. La concentration de la presse au profit d'intérêts financiers, qui n'est pas un phénomène nouveau dans l'histoire, bien évidemment, est un phénomène préoccupant, qui s'aggrave et qui met en doute la liberté et l'indépendance de la presse. Si les aides publiques, comme Louis Plenel l'a expliqué, viennent en plus renforcer les groupes les plus puissants, c'est un mauvais usage de l'argent public et n'est pas une contribution au pluralisme. Alors, question suivante. Vous venez de parler de différences de traitement fiscal injustifiées, mais sur d'autres sujets, est-ce qu'un régime juridique spécial pour la presse en ligne ne pourrait pas se justifier dans la mesure où la propagande des fake news sur Internet se répand? Alors, c'est une question qui s'adresse à tous les deux. Monsieur Alperin, est-ce qu'il faudrait un autre régime juridique pour régir la presse sur Internet? Je ne crois pas, personnellement. Bien évidemment, il y a une identité de support pour tout ce qui passe par Internet. Mais identité de support ne signifie pas qu'il faut traiter de la même manière la correspondance que nous utilisons tous par mail, les blogs qui peuvent diffuser des fake news ou tout ce qui diffuse de l'information ou de la prétendue information et les organes de presse. Nous avons des moyens d'identifier quand même qui parle par Internet. Et quand il s'agit d'organes de presse, Mediapart ou d'autres, nous savons qui parle. Nous avons les moyens, sinon de contrôler l'information, en tout cas de savoir d'où elle vient, de quel organe, et de pouvoir y répondre. Soumettre tout ce qui est sur Internet sous prétexte que c'est un média qui peut faire circuler de fausses informations à une législation spéciale, la presse écrite aussi a pu diffuser et peut diffuser des fausses informations. Il y a un délit de fausses informations, comme vous l'avez rappelé, c'est un délit de presse, un des plus anciens, un des plus traditionnels, qui peut être réactivé. C'est pas simplement les fausses informations en période de guerre qui pourraient porter atteinte au moral de la nation et aux forces armées. C'est aussi en temps de paix la lutte contre les fausses informations.
qu'elles viennent de l'étranger ou de l'intérieur, qui sont des facteurs de déstabilisation. Je suis d'accord, moi, vraiment, nous, ce qu'on a fait, hein, Mediapart, quand on s'est créé, et avec ça a permis la création de ce syndicat professionnel, c'est de demander un statut de la presse en ligne. Quand nous nous sommes créés, il faut bien que vous imaginiez comment ça va vite. En 2008, moi, je viens de la presse traditionnelle, j'ai dirigé Le Monde, ok. Bon, je demande à être reconnu par la commission paritaire des publications et agences de presse, CPPAP. À l'époque, il n'y avait pas de journal en ligne. Et personne n'avait fait cette démarche. Et c'était étonnant, les fonctionnaires très sympathiques, la direction des médias, aujourd'hui c'est la direction générale des médias et des industries culturelles au ministère de la Culture, me disent « Mais pourquoi vous voulez être reconnu pour toucher des aides ?» Et je dis non. C'était simplement la bataille de l'égalité. Moi je suis un journal, comme les autres, donc je veux un numéro de commission de publication, de commission paritaire. La commission paritaire, donc c'est les représentants de tous les syndicats professionnels et les représentants des administrations, la Poste, Bercy, etc. Retoque Mediapart. Pourquoi ? La presse, en 2008 en France, voulait dire papier. Si vous faites de la presse, c'est du papier. Le président de cette commission paritaire, qui est un conseiller d'État, tout à fait ouvert et libéral, dit c'est ridicule. Donc il se tourne vers le Conseil d'État, il fait une lettre, et c'est comme ça qu'a commencé cette bataille, victoire obtenue sous Nicolas Sarkozy, et rendons-lui hommage, malgré toutes les informations que nous avons pu publier, mais honnêtement, en effet, il a fait ces états généraux de la presse que nous avons critiqués, mais dont est sorti le fait qu'à notre époque, il fallait reconnaître qu'il y avait une presse en ligne. Et donc il y a eu le décret créant une presse en ligne. Même droit, même devoir. Même droit, même devoir. Et nous sommes une presse. C'est-à-dire que c'est une presse. C'est-à-dire que c'est pas... Et après, il y a l'expression publique des citoyennes et des citoyens sur les réseaux sociaux, comme dans la rue, comme etc. Ça, c'est autre chose. C'est la loi de 1881 aussi qui s'applique, hein, ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais nous sommes une presse, nous avons la même tradition, et nous montrons qu'on peut moderniser, améliorer, tirer vers le haut notre presse avec les armes du numérique. Alors, une autre question d'Internet cette fois. Comment expliquez-vous l'animosité de certains journalistes à votre égard ou à l'égard de Mediapart ? Il faut leur demander. Je ne sais pas quoi vous dire. Non, je ne sais pas. Parfois, on est surpris nous-mêmes. Moi, je suis un peu couturé, hein, comme on dit, on a pris plein de coups, donc je suis un peu habitué. Je suis habitué à quelque chose qui n'est pas, on ne devrait pas s'habituer. J'ai rappelé tout à l'heure que moi, je n'ai jamais été condamné, jamais, hein, pour un de mes articles. Comment dire ? Quand on ne peut pas contester les informations, quand on a du mal à contester le travail d'information, et qu'au bout du compte, on se rend compte qu'il y a un journalisme indépendant qui dérange des pouvoirs très différents. Dans les campagnes que j'ai suivies parfois, est-ce que vous avez lu Les cigares du pharaon de Tintin, Hergé ? Vous avez vu à un moment, il y a des gens qui tombent dans les pommes, dans un temple, je ne sais pas où et tout, et ils soulèvent, ils ont l'air du Ku Klux Klan, ils ont des cagoules, et puis ils s'aperçoivent que c'est toute la bonne société locale qui est là. Donc parfois j'ai l'impression que tout un monde nous tombe dessus, qui est des intérêts très différents, simplement ce qu'ils ne supportent pas, c'est la liberté. Alors qu'est-ce qu'ils font dans ces cas-là ? Comme ils ne peuvent pas contester nos informations, ils inventent des légendes. Moi, quand j'ai fait, je vais le résumer brutalement, hein, quand je débutais dans mes enquêtes au Monde, l'Union soviétique existait toujours, j'avais été trotskiste dans ma jeunesse, et au mépris de toute culture historique, j'étais l'animateur d'une cellule rouge liée au KGB. Puis après, quand il y a eu les écoutes téléphoniques et qu'il fallait qu'ils trouvent une excuse pour m'avoir mis sur écoute, j'étais à la CIA. Ils l'ont dit devant le tribunal. Ils ont même dit qui était mon agent traitant et que j'étais payé. Il a fallu que j'écoute cette calomnie et que... voilà. Et puis après, il y a l'islamo-gauchiste, comme il y avait eu le judéo-bolchevique, maintenant il y a... Enfin bon, on pourrait multiplier. Bon, aujourd'hui, il y a eu le faussaire, voilà, c'était Sarkozy. Maintenant, il y a que c'est la RDA. J'ai entendu aujourd'hui, Mediapart, c'est la RDA. Voilà. Comment dire, voilà, on nous invente des légendes au lieu de rendre compte de ce travail. Comment dire ? Voilà, il y a
moi, ce qui m'émeut le plus, c'est, vous savez, l'équipe de Mediapart, ils ont l'âge de ma fille qui a 36 ans, c'est le rissoir, ils ont commencé pour beaucoup cette aventure. Et bon, ils s'endurcissent, mais c'est assez sidérant de pas être... Alors moi, je pense que ça change, hein. Beaucoup de journalistes, au contraire, sont fiers de Mediapart. Et ça leur donne du courage pour se battre là où ils sont, partout. Ça a donné, y compris une dynamique. Vous savez, Cache Investigation ou Envoyé spécial n'existait pas quand Mediapart s'est créé. Ça crée une sorte de dynamique vertueuse. Donc voilà, je crois qu'il y a... Bon, faut pas, comment dire, ce que j'ai dit souvent, faut avoir la morale du boxeur, faut encaisser, quoi. Mais ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux.